Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans cet épisode introductif, je vais vous parler de réussir lorsque nous sommes une femme musulmane, car oui, avant d'être une femme ou même une entrepreneur, nous sommes avant tout des musulmanes, ce qui suggère pas mal de choses et induit pas mal de prérequis surtout. Alors avant de rentrer dans le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, une petite présentation s'impose. Qui suis-je ? Alors si vous me suivez depuis plus de 3 ans, vous savez que je suis l'heureuse fondatrice de Beautiful Mindset, une entreprise qui proposait de l'élévation mentale, intellectuelle et spirituelle. Et par cela, en fait, je vous aidais à lever les barrières mentales qui vous empêchaient d'être pleinement heureuse et épanouie. Ces 2 dernières années, avec mon équipe, on a accompagné plus de 300 femmes musulmanes dans le cadre justement de Beautiful Mindset. Et ces femmes-là, elles venaient à notre rencontre parce qu'elles sentaient qu'elles étaient bloquées sur le plan pro, perso, affectif, spirituel. Et justement, on travaillait avec elles dans le fond de leur personne pour aller déloger tous ces verrous qui les empêchaient de se réaliser, de s'épanouir pleinement. Et donc c'est dans ce but-là et cette perspective-là que j'ai fondé le podcast Beautiful Mindset il y a précisément 2 ans jour pour jour, avec plus de 80 épisodes sur la chaîne qui parlaient de l'inconscient, de l'ego, de l'âme, des émotions, d'argent aussi et tout un tas d'autres sujets qui pouvaient être à l'origine des blocages que ces femmes qui venaient à notre rencontre pouvaient porter en elles. Et ce travail-là, je le proposais toujours selon une approche psycho-spirituelle qui a valu à nos épisodes de podcast d'être téléchargés plus de 100 000 fois. Et pour ça, j'ai envie de vous renouveler mes remerciements, puisque effectivement, c'est parce que ils ont été écoutés une première fois, puis repartagés pour la plupart à une dizaine de personnes, que le podcast a pu jouir d'une telle visibilité et mon entreprise d'un tel succès. Et ça, je veux vous renouveler mes remerciements les plus chaleureux et vraiment, ils viennent du cœur. Donc merci à celles qui écoutent et qui partagent mon travail, parce que c'est comme ça que vous le rendez plus audible, plus visible et qu'il peut aider des personnes qui, même parfois sans faire appel à nos services, ont réussi à lever des verrous de ce que je comprends, et ça me touche énormément. Et du coup, après 2 ans à faire ce travail-là avec vous sur le podcast, semaine après semaine, eh bien aujourd'hui je reviens avec une nouvelle proposition, toujours sur le podcast. Mon ambition désormais, elle va être d'aider la femme musulmane toujours, mais celle qui entreprend, à se défaire justement des verrous psychologiques et barrières mentales qui l'empêchent d'atteindre son plein potentiel dans son business, malgré tout l'amour, toute l'ambition et tout l'engagement qu'elle met au service de son entreprise. Et parce que nous avons accompagné justement pas mal d'entrepreneuses dans le cadre de Beautiful Mindset et que je me suis aperçue que ces femmes-là, la plupart du temps, quand dans leur business elles étaient limitées, c'était à cause justement de dossiers non réglés, de déni, de traumas jamais travaillés, d'expériences de vie douloureuses non surmontées, qu'en fait leurs efforts étaient vains dans leur business. C'est-à-dire qu'elles plafonnaient dans leur business et malgré toutes les stratégies qu'elles pouvaient mettre en place, il n'y a rien qui ne fonctionnait. Dès lors qu'on faisait un travail intérieur, visiblement et manifestement à l'extérieur, il se passait des choses, notamment dans leur business. Donc il faut savoir que la réussite, elle appelle une disposition intérieure. Plus que ça, elle implique une disponibilité intérieure. Alors peut-être que vous ne me suivez pas encore dans ce que je suis en train de dire, surtout si vous ne connaissez pas très bien mon travail, mais c'est pas grave, j'aurai l'occasion d'y revenir plusieurs fois dans ce podcast. Donc du coup, ce qu'on vous dit pas, et c'est ça que moi j'ai envie de vous dire, c'est que la réussite, elle se joue d'abord au mental. Je pense qu'on le voit très bien déjà avec les sportifs, j'aime bien prendre l'exemple des sportifs. La réussite dans le sport, elle se joue beaucoup au mental. Quand vous êtes 2 grands athlètes de haut niveau, c'est celui qui a le mental le plus balèze en fait qui va s'en sortir. Parce qu'en fait, le mental, c'est avant tout une histoire d'endurance, de patience, de maîtrise de soi, de niveau de conscience de soi, de conscience de ses limites et surtout un grand niveau d'éveil intérieur et spirituel. Parce qu'en fait, pour un sportif comme pour un entrepreneur, il va y avoir des moments de passage à vide. Il va y avoir des moments de prise de tête avec notre entourage, avec nos partenaires et bien nos collaborateurs aussi parfois. Et du coup, il faut savoir que les clients, eux, ils seront toujours là. Et il faudra quand même faire tourner la boîte et il faudra quand même produire le meilleur. Donc, en fait, il va vous falloir, et c'est souvent ce qui vous fait défaut quand vous n'arrivez pas à passer un certain palier dans votre business, c'est un manque d'espace intérieur. Il vous faut un espace intérieur grand, une poitrine élargie, un mental capable de résilience et une espèce d'agilité émotionnelle qu'on ne trouve pas chez vos concurrents. Et c'est là que vous allez vous démarquer et faire la différence. Voilà mon intention et celle qui va animer en fait chaque épisode que je posterai ici tous les lundis à 19h.
Du coup, rentrons dans le vif du sujet qui va nous occuper aujourd'hui, c'est justement réussir dans le business quand on est une femme musulmane. Eh bien moi, ce que je constate et ce que je vous disais, réussir dans le business, chacune peut y parvenir. Et ça, avec plus ou moins de difficultés, on est d'accord. Mais pour certaines, la réussite, elle vient plus ou moins rapidement, alors que pour d'autres, elle met plus de temps à arriver, malgré le temps investi, malgré les formations qui sont prises et l'argent qui ont été injectés dans la boîte. Et donc ces femmes-là, ce qui se passe pour elles, c'est qu'elles se retrouvent face à un plafond de verre. Un plafond de verre à 2 000 € par mois, à 5 000 € par mois, je parle toujours en CA. Et du coup, ces femmes-là, elles se disent, mais attends, qu'est-ce qui va pas là ? Moi aussi, je me suis formée, moi aussi, je suis à la page de ce qui se fait, moi aussi, je colle parfaitement à mon business plan, je comprends pas, mon étude de marché, elle a été faite. A priori, avec ce que je développe et les efforts que je peux mobiliser, je devrais être à temps par mois et pas à ce que je suis capable de produire aujourd'hui. Donc, où est le bug ? Et pourquoi ça ne colle pas ? Et pourquoi surtout ça ne décolle pas ? Eh bien, ces personnes-là, pour la plupart, je les sens très frustrées. On les sent complètement déstabilisées. Et certaines, elles en arrivent à se demander, mais attends, est-ce que j'ai bien fait en fait de me lancer ? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? Est-ce que j'ai pas été trop ambitieuse ? Est-ce qu'en fait c'est conciliable avec la vie que je mène à côté ? Parce que finalement, est-ce qu'être une mère, être une entrepreneur, c'est possible ? Est-ce que c'est ma vie d'épouse peut-être qui fait qu'aujourd'hui j'arrive pas à avoir les résultats que je veux ? Etc., etc. Et l'une des choses aussi qui revient beaucoup, c'est ouais, mais attends, moi je suis une femme musulmane, j'ai envie de préserver ma pudeur, préserver ma dignité. Est-ce que c'est possible de réussir tout en préservant ces deux choses-là qui me tiennent particulièrement à cœur et qui sont importantes pour moi ? Eh bien, tout ça, c'est tout un tas de choses que je peux entendre et voir, notamment dans le mentorat business que j'ai ouvert dernièrement et avec les élèves business que j'ai pu accompagner et que j'accompagne d'ailleurs actuellement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il se peut effectivement que toutes ces sensations-là, tous ces sentiments-là vous donnent juste envie d'abandonner là et de vous dire en fait... ouais, peut-être que je me suis plantée, peut-être qu'en fait, je sais pas, pour moi, ce qui me réussit, c'est le salariat, c'est d'être dans une structure et avoir mon propre business. Finalement, c'est pas forcément une bonne idée. Et en fait, vous arrivez à le réenvisager juste parce que cette barrière que vous avez, ce plafond de verre qui se présente à vous, il semble vraiment infranchissable. Et donc, souvent, ce que vous allez faire, c'est vous démener encore plus fort, faire encore plus d'efforts, travailler encore plus vite, investir encore plus d'argent, vous former encore davantage, etc., etc., comme X ou Y qui a fait tel investissement, qui a fait tant d'efforts, qui a travaillé tant d'heures par semaine et qui du coup a eu les résultats que vous convoitez. Sauf que vous pouvez vous intéresser autant que vous voulez aux dernières techniques de branding, de stratégie Insta, de stratégie de vente, etc. Si votre mental ne suit pas, vous arriverez toujours à avoir des résultats très limités parce que pris en otage par votre mental, votre mindset. Et du coup, en fait, pourquoi ça marche pas pour vous ? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, vous vous investissez au mauvais endroit. Vous creusez là où vous n'aurez pas en fait les résultats que vous attendez. Votre plus grande limite, les filles, et vous le savez sûrement pour l'avoir déjà entendu, je pense, c'est vous-même. En fait, ce que vous tentez d'aller débloquer à l'extérieur pour avoir des résultats dans votre entreprise, ce sont ni plus ni moins que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand on est le boss, notre entreprise est une projection de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est le reflet en miroir de ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc, vous pouvez mettre en place tout un tas de stratégies. Vous allez grappiller quelques milliers d'euros en plus peut-être, mais vous n'irez pas passer la barre des 10K que vous voulez passer, là où aujourd'hui vous êtes bloqué à 2 ou 5K par mois. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc aujourd'hui, si vous stagnez, c'est une erreur pour vous de continuer à vous battre avec de la stratégie, de la technique et je ne sais quoi, si le mental, il ne suit pas. Parce qu'en fait, c'est 80% le mental et seulement 20% la stratégie, la réussite. Et je pense qu'on le sait déjà assez pour que je vienne vous le démontrer. Mais chaque fois que vous stagnerez, malgré X stratégies que vous mettez en place, eh bien, sachez que le blocage, vous le portez pas plus loin qu'à l'intérieur de vous. Et ce que vous voulez traiter à l'extérieur, c'est ni plus ni moins que le symptôme de ce que vous portez en vous. Et donc moi aujourd'hui ce que je vais vous proposer, si vous me suivez bien, ça va être justement d'aller travailler d'une part sur les barrières mentales avec lesquelles vous avez grandi, parce que souvent on porte celles de l'enfance et elles sont déjà très copieuses à porter, et en tant que femme qui plus est musulmane, on en porte quand même pas mal qui nous limitent dans nos business. Ensuite, dans un second temps, ce qu'on ira regarder de plus près, c'est les verrous que l'on se met soi-même, parce que vous le croyez ou non, l'humain c'est un as pour se créer des nœuds comme aucune créature n'en est capable, et ça l'est encore plus quand on est une femme. On est les
spécialistes des nœuds, hein, avec toutes nos émotions et toute notre émotionnalité, notre sentimentalité. Et puis pour finir, on va aller se parler de la seule et unique barrière qu'il est sain et bon pour vous de mettre dans votre business. C'est une barrière à l'entrée. Ça, c'est ma stratégie, c'est celle que j'enseigne à mes élèves business et j'ai hâte de vous en parler. Donc, on va démarrer. Mais avant que je démarre, il fallait que je vous dise impérativement de rester jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'il va y avoir une très très grosse annonce qui va être faite, la première concernant l'aventure Beautiful Business. Et il y en aura aussi une seconde qui va être hyper intéressante pour vous, mais il faudra m'écouter jusqu'au bout, Inch'Allah, pour pouvoir l'entendre. Alors, dans un premier temps, je vous parlais des verrous et barrières psychologiques que nous pouvons porter de par nos conditionnements, notre histoire, notamment en tant que femme musulmane. Et oui, il n'est pas rare de rencontrer des femmes musulmanes qui sont en quête de succès dans leur entreprise, ce qui est logique, hein, on ouvre une entreprise, c'est pour accéder à une certaine vision de la vie, à une certaine manière de vivre, à un certain art de vivre, un confort de vie. Et malheureusement, cette vision de la vie que vous avez, elle vient souvent être parasitée par des conflits internes. Et en fait, il n'y a pas que ça, clairement, il y en aurait plein d'autres que je pourrais développer, mais vous allez voir que ce format podcast, j'ai envie de le développer beaucoup plus court que ce que vous connaissiez, hein. Avant, je faisais des épisodes de 1 heure sans aucun problème. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie d'en faire des plus courts, mais plus percutants. Vous me direz si ça marche. Donc du coup, quand on est une femme musulmane, il faut savoir que, bon, déjà quand on est une femme tout court, mais encore plus quand on est une femme musulmane, on se cumule plusieurs identités. Notre première identité, je vous le disais en introduction, c'est celle d'être croyante. La première chose qu'on porte en nous, c'est notre foi. Alhamdoulilah, qu'Allah nous la préserve. La deuxième chose, c'est que on traîne aussi l'histoire de la petite fille en nous. La fille de quelqu'un. Tu es la fille de monsieur et de madame. Ensuite, tu portes aussi ton identité de femme. Donc tu t'es développée, d'abord une petite fille, puis après tu es devenue une femme. Et ensuite tu es devenue la femme de peut-être, et la mère de. Et puis tu as endossé aussi un rôle social. Et puis peut-être un rôle et un statut professionnel, si tu m'écoutes forcément, c'est que tu as un business a priori. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans chacune de ces identités, la société s'est pas gardée de nous injecter des il faut, des tu dois, des tu peux, tu ne peux pas, des c'est possible, c'est pas possible. Voilà, ça c'est les premiers verrous que je vais travailler en business avec mes clientes. Elles arrivent avec des verrous psychologiques sur chacune de leurs identités, que ce soit en tant que croyante, en tant que fille d'eux, en tant que femme, en tant que mère, etc. etc. Pour vous resituer un petit peu par rapport à toute l'expérience que je peux avoir sur l'ensemble de la communauté des femmes musulmanes, nous, la première chose qu'on faisait quand on recevait une élève qui avait des verrous, eh bien, on travaillait sur sa petite enfance. Vous allez voir dans Surat Al-Ankabut, dedans on vous explique que votre première épreuve en tant qu'être humain, c'est vos parents. Souvent, quand il y a des blocages, que ce soit au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau spirituel, il y a quelque chose à aller creuser dans la parentalité et c'est le travail que j'ai moi-même eu à faire pour connaître le succès que j'ai connu avec Beautiful Mindset et c'est un succès que j'espère d'ailleurs réitérer et que je sais que je vais réitérer Inch'Allah par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le business avec Beautiful Business. C'est mon identité de fille. J'ai eu à travailler très très fort sur ma relation mère-fille. Pour celles qui me suivent, vous avez suivi mon histoire. Le premier travail que j'ai fait, c'est un shift mindset. C'est ma perception de la mère, ma perception de moi en tant que fille et la représentation que j'avais de ce que j'étais dans les yeux de ma mère. Parce qu'il y a ce que vous êtes, il y a ce que vous représentez d'être dans les yeux des autres. Et je suis persuadée aujourd'hui, avant de vous dire plus de choses sur le sujet, que si je n'avais pas fait ce travail-là sur moi, eh bien je n'aurais jamais été en capacité avec mon entreprise d'accompagner plus de 300 femmes à aller bien, alors que moi-même j'étais en guerre, entre guillemets, avec la femme qui m'a donné la vie. En fait, je pense que j'aurai l'occasion de vous en parler dans d'autres épisodes de podcast, mais ces femmes-là qui venaient nous voir, elles avaient un certain nombre de blocages. Elles avaient un grand besoin de présence, d'une présence maternante, d'une présence affectueuse, d'une présence ultra féminine. Et moi, avant que je fasse ce travail-là, sur ma relation mère-fille, eh bien j'étais une fille très masculine, une fille qui manquait clairement de disponibilité féminine. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez ce que c'est le féminin? Le féminin, c'est une sentimentalité, une émotionnalité. Et moi, j'étais beaucoup dans le faire. J'étais beaucoup dans arracher une réussite. Là où, en fait, les gens, ils ont juste besoin parfois qu'on soit juste là pour eux et qu'on les écoute. Et je peux vous dire que ça a fait beaucoup de bien à mes clientes. Ma capacité, mon espace et ma disponibilité intérieure à juste les écouter parler, à faire résonner, parce que quand on écoute les autres, ça fait résonner en eux ce qu'ils sont en train de dire. Et du coup, derrière, leur apporter, bien sûr, toute mon expertise en mindset et en développement psychospirituel. Mais en aucun cas, la Ikram d'avant n'aurait été capable d'avoir le succès que je veux avec Beautiful Mindset sans avoir fait ce travail pour devenir disponible intérieurement, en me débarrassant de mes propres verrous et de ma propre représentation du monde et des choses pour pouvoir accompagner les gens et les personnes qu'Allah allait mettre sur mon chemin avec une pleine disponibilité et une pleine féminité. Parce que moi, c'était ça qui me faisait défaut. Mais du coup,
on va s'arrêter là. Je vais justement rentrer dans cette partie-là pour vous donner un petit peu des exemples précis que vous puissiez vous en faire la représentation exacte. Donc par exemple, ce que je peux avoir en coaching, on travaille 2 identités pour pas faire trop d'exemples non plus et pour faire assez court. Je vous ai dit, ma promesse ici, c'est de pas de vous emmener dans des podcasts qui vont faire 4 heures. Donc, du coup, si je vous donne par exemple sur l'identité de musulmane, là, vous trouvez tout un tas de verrous et de conditionnements et de confusions qui sont extrêmement déplorable parce que franchement l'islam n'est pas une limite à une femme musulmane qui entreprend, surtout quand on sait que la première croyante c'est Khadija et Khadija c'était une entrepreneur. Je ne comprends toujours pas aujourd'hui comment c'est possible qu'en tant que musulmane on soit aussi confuse en tant que femme musulmane qui entreprend en fait, tout simplement. Donc du coup je vais vous donner un exemple que j'ai eu récemment par une de mes coachées qui me disait une des barrières, qui l'empêche d'obtenir un résultat qu'elle voudrait, donc elle plafonne, il me semble, autour de 5 cas par mois, c'est de se dire que si je facture plus cher que ce que je le fais actuellement, en fait, comment est-ce que je peux prétendre être dans une mission de contribution à travers mon entreprise et de vouloir servir l'autre si en fait je facture trop cher? Parce que du coup, c'est plus pour Allah que je suis en train de servir les femmes qui viennent à ma rencontre avec les problèmes qu'elles rencontrent. Je lui dis, ah bon? Et c'est qui a dit ça en fait? Et là, on est dans la culture du fils sabilillah qui est très très mal comprise et qui est en fait pleine de confusion. Faites la part des choses, les filles. Il y a faire des aumônes, et effectivement c'est un pilier de l'islam, et c'est très très bien, et c'est une obligation. Il y a les aumônes qu'on fait aussi en surérogatoire, et il y a le travail, aller récupérer sa subsistance. Et en fait, jamais il n'a été question de confondre les deux. Il ne t'est pas interdit de travailler. Ça n'est pas une obligation pour toi en tant que femme musulmane de travailler, puisque tes mahrams doivent subvenir à tes besoins. Néanmoins, tu en as la possibilité dès lors que ça ne porte pas atteinte à ta pratique religieuse et à ta spiritualité. Et tu peux parfaitement être une femme musulmane avec l'ambition de travailler tout en étant au service de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala et le faire en étant rémunéré en échange. Il y a des moments dans ta vie où tu es dans l'aumône obligatoire, des moments où tu vas être dans l'aumône surérogatoire, et il y a des moments où tu œuvres à récupérer ton rizq. Et tu as tout à fait le droit que lorsque tu récupères ton risque, tu sois aussi au service des gens. Et en fait, c'est ça une entreprise. C'est proposer quelque chose qui est au service des gens, qui leur apporte une plus-value dans leur vie. Alors oui, vous allez me dire aujourd'hui, c'est pas tout en vrai. Bien sûr, on nous propose tout un tas de choses, on nous crée des besoins, et je suis complètement d'accord. Mais ça peut tout à fait être du win-win. Pourquoi on opposerait le fait d'être dans une entreprise qui œuvre pour le bien et pour l'élévation des gens et le fait de donner fi sabilillah? Il y a une confusion mentale, est-ce que vous la voyez là, s'il vous plaît? Donc là, c'était sur l'identité de musulmane. Je pourrais vous donner tout un tas d'autres exemples, et si vous voulez, on en parlera encore de ce sujet, parce qu'il est très très limitant pour vous. Mais là, j'ai envie de venir me pencher aussi sur un autre sujet, celui de l'identité de mère. Donc pareil, une cliente qui me dit, je crois que c'est la même en plus, qui me dit, en fait, je me demande, Ikram, si c'est possible de réussir sans délaisser mon foyer. Donc pareil, elle a du mal à vraiment ouvrir les vannes de son business, il a un petit peu plafonné. Et du coup, elle me dit, en fait, je vois pas bien comment je peux réussir pleinement sans y passer tout mon temps et sans négliger en fait mon rôle de mère. Et en fait, là, je me dis, non mais, là elle est en train de confondre. En fait, la question qu'elle se pose, elle est pas bonne. Elle pose pas la bonne question. Et la mauvaise question, on va appeler la mauvaise réponse. Et en l'occurrence, là, une réponse très binaire. Et donc, en fait, sa question, c'est est-ce que je peux réussir sans sacrifier ma vie de mère? La réponse, ça va être oui ou non ici. Sauf que ce genre de question va forcément t'appeler des réponses très, très tranchées, en mode c'est possible, c'est pas possible, je peux le faire, je peux pas le faire, il faut que je le fasse, il faut pas que je le fasse. Et en fait, là, ici, il s'agit plutôt de se demander est-ce qu'il y a moyen et comment est-ce que c'est possible? C'est même le comment. Comment est-ce que c'est possible de trouver un équilibre dans ma vie, de sorte à faire quelque chose qui m'épanouit professionnellement, sans pour autant négliger ma vie de mère et d'épouse qui me tiennent à cœur? Donc là, ici, il ne s'agit pas d'une confusion. Pour cette personne-là, ici, il faudra aller creuser. Je ne l'ai pas encore creusé avec elle en coaching, mais ça viendra. Souvent, vous avez des idées reçues. En fait, c'est plutôt des modèles reçus. Si vous avez une maman, par exemple, qui travaillait, et du fait qu'elle travaillait, elle vous a beaucoup délaissé. Vous avez ressenti son absence, vous avez ressenti le manque d'elle. Eh bien, vous associez certainement travail à délaissement. Et si à l'inverse, vous avez une maman qui a été au foyer et qui a été hyper présente, eh bien vous faites le raccourci qu'être une bonne mère, c'est être au foyer. Et en fait, je peux vous dire qu'il y a autant de raccourcis qu'il y a de personnes sur cette terre, et c'est toujours très très intéressant d'aller les décortiquer et les déconstruire. Mais la question ici, et c'est ce que j'ai demandé à cette personne de se poser, c'est de se dire, en fait, la question ici, c'est pas est-ce que je peux faire l'un sans que ce soit au détriment de l'autre, mais c'est plutôt comment est-ce que je peux conjuguer les deux pour que ça ne contrevienne pas à mes obligations de mère, qui est avant tout une obligation religieuse,
tout en faisant quelque chose qui m'épanouit et me remplit intérieurement, tout en ayant la possibilité aussi du coup de me créer un petit revenu qui me permet de vivre confortablement. Quand on se pose les bonnes questions, ça appelle les bonnes réponses. Et donc du coup c'est ça que j'ai envie de vous dire les filles, c'est que ces personnes-là, on peut leur transmettre autant de stratégies de vente qu'on veut, on peut leur débriefer leur call pour voir qu'est-ce qui va pas dans leurs appels de vente, on peut leur reprendre leur branding, etc., etc. Tant que à l'intérieur, toi tu te racontes des histoires comme ça, et que tu en es profondément convaincu, eh bien comment est-ce que tu veux que la stratégie que tu achètes, sur laquelle tu te formes, etc., elle ait des effets sur toi? Elle n'aura pas d'effet sur toi, puisque toi intérieurement tu crois profondément que la réussite dans ton business va provoquer ton échec en tant que mère, puisque tu crois que la réussite de ton business c'est au détriment de ta religion. Et donc en fait, tant que vous continuerez d'adhérer à ça, toutes les stratégies que vous mettrez en place, elles seront inopérantes sur vous. C'est pour ça qu'elles fonctionnent sur d'autres, parce que quelqu'un qui vient et qui ne croit pas à ça, qui n'adhère pas à ça, mais qui croit qu'au contraire c'est une histoire d'équilibre, que ça se fait, que c'est possible, etc., ben sur elle ça va marcher. Mais quelqu'un qui intérieurement a cette limite-là, et du coup elle se restreint par rapport à ça, ben ça ne porte pas ses fruits, même si c'est la meilleure des stratégies, parce qu'à l'intérieur vous avez un verrou, vous avez raconté une histoire, vous avez des conditionnements que vous portez de par votre expérience enfant, de par votre compréhension de votre religion, qui font que du coup ben vous vous bridez, vous vous auto-bridez. Voilà. Donc du coup ça c'était pour la première chose. Et du coup là il était ici surtout question de la compréhension que nous avons des choses, la représentation que nous avons des choses à partir des expériences que nous avons fait et de la conception que nous avons dans notre culture arabo-musulmane. Ici maintenant j'ai envie de m'arrêter sur un second point, les verrous que l'on se met soi-même. Alors là aussi c'est hyper intéressant. Là par exemple j'ai envie de m'arrêter sur deux petits cas qui m'ont beaucoup marqué en séance et du coup je me suis dit c'est impensable de ne pas en parler ici. Mais en clair, il y a les verrous avec lesquels nous avons grandi, d'accord, et que nous portons de par nos conditionnements, nos expériences faites de la vie, etc. Et les représentations que nous avons eues depuis l'enfance et que nous n'avons pas dépassées. Et il y a aussi les espèces de verrous qu'on se crée nous-mêmes. Et je vous avoue que des fois, je trouve qu'ils sortent de nulle part, mais c'est des raccourcis que souvent vous avez fait aussi à l'âge adulte et qui constituent un véritable verrou. Là, j'ai envie de vous donner l'exemple d'une de mes coachées, une de mes mentorées plutôt, là pour le coup. Elle m'expliquait qu'elle prend toujours ses prospects en appel 2 fois au minimum avant qu'elles achètent. Je me dis, ah bon? Je me dis, mais pourquoi il faut les avoir au téléphone 2 fois avant de leur vendre quelque chose, sachant que moi je vois bien que dans mon entreprise, 90% des ventes que nous faisons, dans le cadre de Beautiful Mindset par exemple, eh bien ce qu'on vend c'est en un seul appel. Les fois où on a un deuxième appel, c'est rarissime et c'est pas un deuxième appel de 2 heures. Donc elle, c'est 2 appels de 2 heures avant d'encaisser une vente. Vous imaginez à quel point c'est chronophage? Comment est-ce qu'une entreprise comme ça, elle peut cartonner, elle peut exceller quand elle donne 4 heures de son temps gratuitement à des prospects qui deviendront peut-être jamais clientes. Et une bonne partie ne deviendra pas cliente. Donc du coup, là je me dis, mais pourquoi? Mais why en fait? Et donc en fait là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous offrez un appel stratégique, un appel diagnostic, eh bien, vous offrez de votre expertise, vous offrez de votre énergie, vous offrez de votre espace mental. Et en fait, votre disponibilité, là, vous l'offrez. Au lieu de la donner à votre créateur, de la donner à vos enfants, à vos maris, etc., ce qui a du sens pour vous, vous la donnez à une prospect. C'est ok de donner à son prospect. Maintenant, un cadeau, pour qu'il reste un cadeau, ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Ça doit être quelque chose de suffisamment rare et précieux. Et en fait, si vous donnez 2 fois 2 heures, eh bien, les personnes ne s'en rendent pas bien compte de la rareté que c'est, du cadeau que c'est, de la préciosité de cette chose. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais vous m'aurez comprise. En fait, pour que ce soit suffisamment unique et précieux, ça doit pouvoir être mesuré, ça doit pouvoir être quantifié, ça doit pouvoir être considéré pour suffisamment être du coup valorisé. Et du coup, nous ce qu'on fait effectivement, c'est qu'on offre 1 heure, la personne elle achète ou elle achète pas. Si elle a des questions par la suite, on va y répondre. Si elle a besoin d'en parler avec son mari et qu'ensuite elle veut en reparler avec nous, ok, mais on va lui donner 10 minutes, on va pas lui redonner encore 2 heures ou 1 heure. Ça c'est pas pensable en fait. Donc du coup, là elle s'est construit la croyance qu'il faut vendre en 2 fois. Mais ça, elle le sort d'où? Je l'avais jamais vu ailleurs. Okay, alors je sais que, vous inquiétez pas si vous m'écoutez, je sais qu'il y en a beaucoup, et notamment dans le business, qui vendent après 2 voire plusieurs appels, mais là, elle, dans son business model à elle, je voyais pas pourquoi il fallait 2 heures sur Zoom à chaque fois d'entretien Zoom pour que derrière ça convertisse. Ça c'est elle qui l'a, d'ailleurs toutes les filles du mentorat, elles disaient mais non, on fait pas 2 appels de 2 heures quoi. Et non, il y a que toi qui fais ça. Donc vous voyez, c'est hyper intéressant de présenter aux autres ce qui nous paraît normal pour en fait se rendre compte que c'est pas hyper normal. Alors en soi, il n'y a rien de normal ou de pas normal, mais il y a juste des choses productives ou pas productives. Une entreprise, elle est là pour faire du chiffre. Si elle ne fait pas de chiffre, elle est vouée à mourir. Donc à un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions. Et quand vous venez exposer moi ce type de modèle, je me dis, ok, mais ça sort d'où? C'est qui a dit qu'il fallait faire 2 fois 2 heures?
Et en plus, du coup, tu perds la rareté du truc. Les personnes croient que c'est acquis et que c'est normal et ça vient d'évaluer ton offre et ton expertise. Donc ça, c'était un exemple aussi, du coup, que je trouvais hyper intéressant. Et puis, il y en a un second que j'ai beaucoup aimé, qui est plus anecdotique, mais qui, pour le coup, cache une petite profondeur aussi. Donc, c'est une de mes coachées qui me dit... c'est vrai que j'ai pas envie de faire tel et tel contenu, par exemple, pour faire connaître mon entreprise sur Insta, parce que si je fais ça, eh bien, je vais passer pour une influenceuse. En fait, je lui disais que dans sa niche à elle, j'aimais beaucoup une influenceuse en particulier, qui vend ses services aussi les mêmes que les siens, et que pour moi, elle était la référence, et que si un jour j'avais besoin de ces services-là, j'irais chez elle, parce que j'aime trop ces petites vidéos où elle montre comment elle s'organise, etc. Et je lui dis, et d'ailleurs, si j'ai quelqu'un autour de moi qui me dit oui, je cherche ce type de formation ou d'accompagnement, je vais l'envoyer chez elle, parce que pour moi, elle est la référence, j'aime trop comment elle le fait. Et elle me dit, ouais, j'y ai pensé à le faire et tout, seulement je me suis dit non, pas moi, parce qu'en fait, après, les gens, ils vont me prendre pour une influenceuse, et je veux pas être une influenceuse, parce que moi, je suis une entrepreneur qui vend ses services d'accompagnement. Et donc, j'ai dit, ok, je comprends ce que tu dis, mais ma réponse, c'est en fait, ouais, et au pire, si la nana, elle en vient à penser que tu es une influenceuse, il se passe quoi? En fait, il faut savoir que quand on développe une marque, qu'on propose quelque chose, un bien ou un service, eh bien, les gens, ils n'achètent pas juste le bien ou le service. Ils achètent aussi l'histoire qu'il y a derrière, les valeurs qu'il y a derrière, l'éthique de la personne, son engagement dans son entreprise et dans le paysage social de manière générale. Donc, une influenceuse, il faut savoir qu'elle vient, elle place des produits. Nous, on place nos produits et services, qu'ils achètent ou qu'ils n'achètent pas. Les influenceurs, c'est cool, c'est la mode du moment et ça fait vendre. Et donc, du coup, si toi, tu arrives à être assez bonne dans ta stratégie de communication, de sorte à ce qu'on te voit comme l'influenceuse de ta propre marque, la vitrine de ta propre boîte, eh bien, en fait, il est où le problème? Donc, en fait, tu peux choisir d'être OK avec ça, avec le fait que dans les esprits des gens, on puisse confondre, qu'on ne sache pas trop si tu es influenceuse ou entrepreneuse. Mais en fait, et donc continuer à t'interdire d'avoir certaines pratiques pour pas qu'on fasse la confusion, par peur d'être étiqueté, soit tu peux continuer de te dire, ok, au pire, les gens ils vont penser ça, ils vont peut-être se planter, et c'est ok, mais en fait, je me prive pas d'opportunités. Donc en fait, les deux options, elles sont ok. C'est juste à toi de te dire, mais qu'est-ce que je veux moi en fait? Qu'est-ce que je veux? Ce qu'on pense de toi, finalement, les gens, même si tu es une entrepreneur, ils pourront penser que tu es une poissonnière. Tu vois ce que je veux dire? Même si tu es influenceuse, ils pourront penser que tu es une entrepreneur, alors que tu es plus influenceuse qu'entrepreneur. D'ailleurs, les influenceurs sont souvent entrepreneurs. Ils sont rarement salariés. Donc tout ça pour dire que, perso, plus j'ai peur, plus je sais que c'est exactement là où je vais. Et bizarrement, ça m'a plutôt bien réussi jusqu'à présent. Donc ne vous laissez pas diriger par vos peurs. Vos peurs, elles sont alimentées par votre cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, il fait souvent de l'excès de zèle. Faut pas l'écouter, il raconte beaucoup d'histoires. Et c'est souvent des histoires d'ordre très primitif, très de l'ordre de la survie. Et c'est très très limitant dans un business. C'est pas ça qui va vous permettre de faire passer votre business au level supérieur. Donc moi, personnellement, quand il y a de la peur, je questionne cette peur. Et au pire, il va se passer quoi? Eh bien, si la conséquence, c'est qu'on prend pour ça, ils ont le droit en fait de le penser, parce que même si je colle sur ma tête que je suis entrepreneuse, s'ils veulent dire que je suis un marchand de tapis, ils auront le droit de le dire en fait. Par contre, moi je sais qui je suis, je sais ce que je véhicule, et puis malgré ce que je peux véhiculer ou dire, les gens ils peuvent interpréter ce qu'ils veulent, et en fait ils auront le droit de le faire, et c'est ok, parce que moi ceux qui achèteront pas, c'est pas grave, il y en aura d'autres qui se reconnaîtront, qui s'identifieront et qui achèteront pour les valeurs que je propage, pour l'identité que j'ai, pour les valeurs, pour la mission que je porte, et tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc plus on a une identité intérieure forte, plus à l'extérieur, on arrive à faire la part des choses et à proposer ce que nous sommes, et les gens adhèrent ou n'adhèrent pas. Donc là, tout ça, c'était pour vous dire qu'en fait, on est très très doué aussi pour venir se rajouter des choses là où il n'y a pas lieu d'en rajouter. On est très très doué pour se raconter une histoire et s'inventer toute une montagne là où il n'y a pas lieu de le faire non plus. Et pareil, plus je continue d'adhérer à ces perceptions-là, moins je les remets en question et plus je reste engluée à mon niveau, en tout cas dans mon plafond de verre actuel, et je peux pas passer le level supérieur. Et chaque fois que je veux passer un palier, il va falloir que je fasse un shift identitaire et un shift mindset. C'est pour ça que le travail sur soi, il se finit jamais, et c'est là toute la magie de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, ils vous le disent aussi, les représentants dans notre religion, ils vous disent, les entrepreneurs, ils développent un niveau de tawakkul exceptionnel. Ils sont obligés de faire un travail sur le lâcher-prise. Ils sont obligés de faire un travail sur le contrôle de leurs émotions, de leur maîtrise intérieure avec la relation client. Ils sont obligés de grandir. Ils n'ont pas le choix. Leur entreprise, elle doit toujours être au top pour continuer à faire de l'argent et pour qu'ils continuent à garder leur autonomie et leur indépendance financière. C'est un travail de tous les jours et je trouve ça passionnant en tant qu'entrepreneur. Et d'ailleurs, justement, maintenant qu'on s'est parlé des verrous
que nous portons, les verrous que nous fabriquons, il est temps qu'on se parle d'un verrou que moi personnellement je travaille à mettre en œuvre dans le business de chacune des clientes qui viennent me voir pour justement se hisser au-dessus du plafond de verre qu'elles n'arrivent pas à casser. Cette stratégie pour moi, elle est hyper importante et c'est la seule barrière qui est saine pour vous, c'est la barrière à l'entrée de votre business. Souvent j'ai des clientes qui viennent, machallah, avec de super beaux projets et je suis très très fan de ce qu'elles font et je choisis mes entrepreneuses en fonction des projets qu'elles portent et des valeurs qu'elles ont derrière. Et du coup il faut savoir que il y a quelque chose qui est magique dans le business, c'est la magie du positionnement unique. Et beaucoup de gens négligent cet aspect-là et pourtant il est d'ordre primordial. En fait, qu'est-ce qu'une barrière à l'entrée ? Eh bien, en fait, il y a plusieurs manières de cloisonner son business pour le mettre à l'abri de la concurrence, pour le mettre à l'abri de la contrefaçon, c'est-à-dire qu'on vient refaire votre business, limité en tout cas, pour se mettre à l'abri bien de vos clients qui pourront potentiellement copier, dupliquer votre modèle économique. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu. Et moi, personnellement, déjà, premièrement, j'ai jamais eu cette crainte. Et deuxièmement, je savais que mon modèle était tellement unique qu'il n'y avait pas de risque qu'on me le duplique. Comment est-ce que je me suis arrangée pour ça ? Je dirais qu'il y a plusieurs méthodes pour arriver à mettre une espèce de barrière à l'entrée qui rend votre business unique et vous place en situation quasi monopolistique, de sorte que personne ne peut pénétrer votre marché parce que vous avez toute l'attitude pour y aller, tellement ce que vous proposez est un positionnement unique qui n'est pas fait et que à ce jour personne d'autre ne sait le faire. Eh bien, moi, c'est déjà avoir une proposition unique. J'ai été la première à débarquer sur le marché de la femme musulmane en proposant un coaching en mindset pour femmes musulmanes selon une approche psychospirituelle. Je m'explique. Dans la Oumma, on trouvait bien des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes et tout un tas de coachs, mais aucune ne s'était positionnée sur cette branche-là. En tant que femme, se positionner en tant que coach mental pour femmes musulmanes en situation de blocage et les aider à lever les verrous psychologiques qu'elles rencontrent dans n'importe quel domaine de leur vie, selon une approche psychospirituelle. J'ai été la première à faire ça, et je l'ai tellement fait de façon unique, ma proposition elle était tellement unique, et du coup inexistante sur le marché, qu'aujourd'hui, même si on a plein d'autres qui m'ont emboîté le pas, tout le monde sait que le mindset, si je suis une femme musulmane qui va mal, c'est Ikram qu'il faut aller voir, Ikram de Beautiful Mindset qu'il faut aller voir. Et bien d'autres ont essayé par la suite de mettre l'étiquette mindset coach, mindset et tout. Ils n'ont pas pu rattraper l'avance que j'avais et du coup c'était trop tard. J'avais pris le marché et du coup même si elles arrivaient à grappiller une petite part de marché ici et là, quand les clientes allaient chez elles, c'est parce qu'elles n'avaient pas les moyens de payer le haut de gamme que je proposais chez moi. Donc c'est ça en fait, c'est ça avoir une proposition unique, c'est avoir une proposition que les gens n'ont pas actuellement sur le marché, venir en fait avec de la nouveauté, de l'innovation, voilà, c'est avoir une proposition innovante, ça n'existait pas, et à ce jour d'ailleurs je fais un Beautiful Mindset pour me consacrer à Beautiful Business, eh bien sachez que ça n'existe toujours pas, si quelqu'un veut se former, je suis là. Non, je plaisante, moi j'accompagne plutôt des personnes qui sont déjà lancées dans le business et qui rencontrent des barrières justement pour développer davantage leur business. Du coup, la deuxième chose, c'est d'avoir une méthode unique. On vous a peut-être parlé de véhicule unique, c'est-à-dire un véhicule qui emmène votre client quand on est professionnel de l'accompagnement, freelance, consulting, etc. En général, on accompagne un client d'un point A vers un point B. Et si on veut emmener un client d'un point A vers un point B, il fait un véhicule. Hop, il va grimper. Maintenant, on va regarder dans quel véhicule il va grimper. Est-ce que chez toi, il grimpe dans une Twingo, comme tout le marché, ou est-ce que chez toi, il grimpe dans un 4x4 ? Autre exemple, qui peut peut-être plus te parler. Peut-être que les autres, ils font tous ça en bateau, et toi, tu proposes plutôt un avion. Et là, tu vas être unique. Et là, tu vas créer une barrière à l'entrée. Et là, c'est un argument de vente sur lequel les autres ne peuvent pas se défendre. Ils ne peuvent pas, c'est extrêmement puissant d'avoir un véhicule unique. Et là, la concurrence, tu la rends inexistante. Même si elle est là, face à ton offre et ton véhicule unique, ils peuvent essayer de se débattre. Il n'y a pas d'argument, en fait, face à ça. Et ça, c'est quelque chose d'hyper puissant, pareil, que vous avez tendance à négliger. Et pourtant, si vous mettez en pratique cette barrière à l'entrée, dès que vous êtes dans les fondations de votre business, donc très tôt, il faut la mettre en place, tu effaces toute concurrence possible. Et là, du coup, tu peux prendre de l'avance sur 2-3 ans et les autres, ils peuvent venir essayer derrière de caracoler. Ils vont caracoler, mais ils vont être en galère parce qu'en fait, ton truc, ça y est, il est déjà trop connu. Et eux, pareil, plusieurs années, ils vont peut-être proposer de mettre pareil des avions. Mais ça y est, c'est trop tard, c'est ta compagnie aérienne qui est connue pour faire ce voyage du point A vers le point B. Et donc, même si d'autres viennent, ce seront du low cost. Ce seront que des contrefaçons. Et là, ça donne une puissance et ça donne une autorité sur le marché. Moi, quand il y a besoin d'un avis mindset coach femme musulmane, c'est moi qu'on venait voir. Et si moi, je refuse, je décline une intervention, etc., on allait voir quelqu'un d'autre. Et c'est là que vous avez un leadership incroyable, une autorité incroyable sur votre marché et c'est chez vous qu'on viendra acheter.
Et ensuite, du coup, il faut que je vous parle d'avoir une approche unique. Ça aussi, j'aime beaucoup et pourtant on n'y pense que très rarement. Et donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel j'essaye autant que possible d'aider mes clientes à se démarquer le plus parce que c'est une méthode qui est très innovante et qui permet pareil de faire une barrière à l'entrée qui est suffisamment importante pour pareil être en situation monopolistique ou quasi monopolistique sur la durée de façon à s'implanter durablement sur le marché comme référence historique en la matière. Donc par exemple, vous avez un problème X. Et en général, il y a toujours plusieurs solutions de le résoudre. Sauf que les gens, en général, ils restent butés sur la solution que tout le monde connaît. Exemple, pour le marché, par exemple, de la perte de poids, eh bien, ce qu'on va vous proposer, c'est déficit calorique et sport. Et puis, tout d'un coup, hop, vous avez quelqu'un qui va débarquer et qui va dire, ok, il y a le marché de la perte de poids, et dedans, soit je me noie au milieu de tous ces concurrents qui proposent tous déficit calorique et sport, et moi, je vais plutôt m'intéresser dans ce marché-là de la perte de poids à des personnes qui ont un problème plus spécifique, celles qui mangent leurs émotions, par exemple. Ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai été cliente et j'ai signé. J'ai signé pour 4 000 € pour tout vous dire, et je re-signerai demain si on me refaisait une proposition qui sort un petit peu de ce qu'on trouve parmi le commun des mortels. Une accompagnante proposait de nous dire que si on prend du poids, c'est pas forcément parce qu'on a une mauvaise hygiène de vie, qu'on est une feignasse, qu'on sait pas s'alimenter, etc. Elle disait tout le monde sait comment s'alimenter, tout le monde sait comment avoir une bonne hygiène de vie, mais pourquoi vous le faites pas ? Bien, personne n'a envie de notre logique en tant qu'être humain, on a des mécanismes internes de survie, on n'est pas là pour mettre fin à nos vies. Donc si on s'amuse au quotidien, entre guillemets, à se mettre dans une sale position au niveau de notre santé, eh bien c'est pas pour nous faire plaisir, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pas pour porter atteinte à sa vie de son propre gré, de son propre chef, c'est parce qu'on a des mécanismes intérieurs qui nous dépassent. Notamment la gestion émotionnelle. Et quand elle a expliqué ça, déjà j'étais cliente en fait. J'ai acheté 3 mois plus tard, mais j'étais cliente très rapidement. Et c'était mon premier investissement high ticket à 4 000 €. Et franchement, je ne l'ai pas regretté. Parce que ce qu'elle m'a appris sur mes émotions, c'est ce qui m'a permis derrière de bâtir une entreprise qui a fait de très très gros chiffres. Donc tout ça pour vous dire que elle est venue, elle m'a fait elle a proposé une approche différente de la perte de poids, qui n'est pas culpabilisante, qui n'est pas agressive, qui n'est pas comme celle qu'on peut voir sur tout le marché du régime et du sport, etc., qui font que entretenir vos frustrations et vos peines, là où votre problème, c'est la gestion émotionnelle. Vous mangez, en fait, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de tamponner vos émotions. Vous êtes une hypersensible qui gère mal vos émotions, et au lieu d'apprendre à les apaiser, les comprendre et les décortiquer, vous préférez avaler quelque chose de sucré qui fait passer vos peines et vos frustrations. Et ça, j'ai aimé, quoi. Et j'ai aimé, c'était la première personne que j'entendais dire ça. Et pour moi, sur le marché français, c'était la seule qui le disait et qui le disait de cette façon-là. Et c'est pour ça que j'ai acheté sans rechigner. Et quand j'ai pris un appel avec son équipe, je savais déjà que j'achetais. C'était juste une formalité pour moi d'appeler. Donc vous voyez, c'était vendu avant même que j'arrive finalement en appel avec son équipe. Parce que je savais déjà qu'elle était la seule à proposer ça. Et que ça me parlait, la manière dont elle disait, ça avait du sens. Ça me touchait au fond de moi, donc sur le plan émotionnel, et ça me touchait aussi la partie logique. Ça avait du sens pour moi ce qu'elle disait, et ça m'a déculpabilisée. Alors je ne vais pas dire qu'aujourd'hui je suis un mannequin et que tout va bien, mais juste le fait de comprendre et de conscientiser, rien que ça vous décharge d'un poids, et du coup si vous portez plus un poids, vous n'avez plus besoin d'alimenter tout ce poids que vous portez, subhanallah. Donc c'est assez extraordinaire quand même, et malheureusement je regrette qu'il n'y ait pas plus de personnes aujourd'hui qui le font. C'est pourquoi j'ai envie de vous laisser méditer sur ça. Et ça peut être une très belle barrière à l'entrée qui va vous permettre de faire un boom incroyable dans votre business. Donc vous voyez, la promesse, il me semble qu'elle est tenue, vous me direz en commentaire. Je vous ai parlé mindset, je vous ai parlé aussi stratégie. C'est vrai que je pourrais vous parler encore de tout un tas de choses pour le positionnement unique ou bien pour les barrières consommées, les barrières que nous avons. Mais j'ai choisi de m'arrêter là. Ça fait déjà 37 minutes que j'enregistre et pour moi, il est temps du coup de vous faire un petit résumé de ce qui a été dit dans l'épisode du jour. Tu as compris que si tu es une femme musulmane, que tu veux enfin réussir, bien, tu as plusieurs choses à faire. La première chose, ça va être déjà de te pencher sur les barrières mentales qu'on t'a injectées, qui ne viennent pas de toi, mais de ta compréhension du dîn et de ce qu'on t'en a fait comprendre, et de ce qu'on t'a mis comme conditionnement à propos de ce qu'est être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne croyante, etc. etc. T'es pas obligé de continuer à transporter ça t'appartient même pas. Plus vite tu vas le balarguer et t'en débarrasser, plus vite tu seras allégé pour réussir dans ton business. La deuxième chose que tu as à faire, c'est de t'occuper de ce que toi-même tu as érigé, et ce que tu as construit à l'intérieur pour, d'une certaine manière, te protéger et protéger la représentation que les autres auront de toi. Dans le business, tu as besoin d'apprendre à t'en moquer de ce que les autres disent ou pensent de toi. Si tu n'apprends pas à faire ce travail-là, tu continueras de te limiter parce que c'est de puissantes barrières qui t'empêchent de concrétiser une mise en pratique des stratégies que tu peux apprendre. Mais si tu ne défais pas le nœud au niveau mindset, au niveau mental, tu continueras à brider tes résultats malgré les stratégies que tu peux mettre en place. Et puis du coup, ce que j'avais envie de te dire pour terminer, c'est que
une des barrières magnifiques et un verrou magnifique que tu peux mettre, c'est celui à l'entrée de ton marché. Si tu arrives à t'implanter sur ton marché en te plaçant en situation monopolistique ou presque, par l'innovation, par une approche inédite, par une méthode authentique et unique, là, tu peux être persuadé que ton marché, il va décoller, enfin en tout cas que ton offre, elle va décoller, ton entreprise afficher de magnifiques résultats et tu pourras enfin prendre une belle avance qui va te permettre derrière de tenir la distance même si tu es rattrapé. C'est la stratégie que j'ai appliquée dans mon business et qui m'a permis de faire décoller mon entreprise très très vite et très très tôt. Et du coup, c'est tout le mal que je te souhaite si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, il va être temps pour moi de vous dire la petite chose, la grosse chose, les deux grosses choses que je devais vous annoncer. La première chose, c'est que si vous avez envie, les filles, d'aller creuser encore plus loin, au plus profond de vous, eh bien je vous propose de venir le mardi 21 juin prochain à 20h30 pour une masterclass en direct, offerte avec moi, dans laquelle je vais vous donner les 3 clés indispensables pour faire décoller votre business. Le lien pour s'y inscrire se trouve juste en description, juste en dessous de l'épisode que vous êtes en train d'écouter là. Et puis, ce que je vais vous dire à propos de cette masterclass, c'est que c'est ma première et que je vais tout faire en sorte, je vais tout réunir en tout cas, pour qu'elle soit absolument unique et mémorable. J'ai trop hâte d'y vous y retrouver. En attendant, si vous avez envie de me retrouver, vous pouvez le faire sur Instagram jeudi qui vient, donc je crois qu'on sera le 16 juin, à partir de 20h30 sur la légitimité. Ça aussi, c'est un des gros verrous qui empêche à votre business de décoller. Si tu es une femme musulmane et que ton business il caracole un peu, c'est peut-être parce que tu as un problème de légitimité et il est temps que je vous en parle. Et dedans, je vais vous parler d'un biais cognitif hyper puissant. Si tu vas le déloger, pareil, ton business il va faire des bons. On en a fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on va se parler d'engagement. Les entreprises qui réussissent, elles ont aussi un point commun, celle de s'engager. C'est l'une des clés du succès dans le business et c'est un épisode à ne pas louper si tu veux savoir de quoi est-ce qu'il s'agit et faire enfin la diff dans ton marché. On en a fini pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de podcast, à noter l'épisode s'il vous a plu, à le commenter et surtout pensez à me dire ce que vous aimeriez que j'aborde puisque des sujets business, j'en ai tout plein qui fourmillent à l'intérieur de moi. Mais aidez-moi à mettre de l'ordre à l'intérieur en me disant qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, où est-ce que vous voulez qu'on aille ensemble, Inch'Allah, main dans la main. Je nous souhaite une belle et longue aventure ensemble. Je vous souhaite une très très belle soirée et à la semaine prochaine. Salam alaikum.